Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous m'entendez bien ou pas? Premièrement, je ne sais pas si je vois, si, je vois qu'il y a 36 personnes pour le moment qui sont déjà connectées. Donc intéressant de faire le test, de voir si vous m'entendez bien. Est-ce que vous êtes bien installé chez vous pour ce superbe live sur le DSCG et notamment l'UE4 du DSCG. Alors on va se concentrer principalement sur la consolidation. De mon côté, moi je suis enseignant chez ProConta sur toute la partie consolidation. On m'entend très bien, bonjour, bonjour à tous. Il y a Karine qui me dit 5 sur 5, c'est parfait, on reçoit parfaitement. Marion, Awatef, Abdel Salem, magnifique, c'est top. Je vois qu'il y a 60 personnes pour le moment. Je crois qu'il y avait un peu plus de 300 inscrits de tête, donc on va peut-être attendre quelques secondes, quelques minutes avant de démarrer le vif du sujet. Peut-être par curiosité, avant de rentrer donc, dans ce fameux grand quiz de la conso, quel profil vous avez? Est-ce que vous êtes plutôt étudiant? Est-ce que vous êtes salarié? Est-ce que vous passez tous l'UE du DSCG ou vous êtes là par curiosité? N'hésitez pas à me le mettre en commentaire pour savoir un peu qui j'ai de l'autre côté de la caméra. Et donc, moi, pour me présenter de mon côté, donc Julien Younes, nouvellement diplômé du DEC, diplôme d'expertise comptable, enseignant chez ProConta sur la partie consolidation. Et à côté, je travaille également dans une start-up sur différents sujets. Donc, on a des étudiants, de l'alternance, des salariés également. Donc, effectivement, profil assez diversifié. Et ça tombe bien parce que chez ProConta, l'idée, c'est justement de répondre aux besoins de chacun, aussi bien les salariés que les étudiants, que les alternants. C'est justement l'intérêt, c'est que vous puissiez prendre votre temps et gérer vos révisions à votre manière. Étudiant, ouais, Master CCA, et bravo Maxime pour le Master CCA. Salarié assistante, juste UE4 pour valider le diplôme, on espère que tu vas le valider, cet UE4. Il faut ce diplôme et après il faut aller jusqu'au DEC. Je fais la petite promotion pour le DEC. Salarié, je passe UE1 et 4, ok, Master CCA. Salarié intéressé par DSCG. Plus de 5 ans que j'ai un niveau maîtrise en compta. Étudiante en Master ingénierie financière. Donc effectivement, ouais, pas mal de profils assez diversifiés. Bon, on a dépassé les 100. Je vous propose de basculer donc, sur ce début du grand quiz conso. Alors, en prérequis, avant de passer sur le quiz à proprement parler et qu'on teste vos connaissances, l'idée c'était de faire un petit point méthodo, point clé de la consolidation au sein de l'UE4 pour vous donner un peu les points clés de l'épreuve, quels sont les bons réflexes à avoir dans la préparation et le jour de l'examen. Et donc, on va commencer donc, par la consolidation au sein de l'UE4, parce que comme vous le savez, dans l'UE4, il n'y a pas que la consolidation, il y a aussi tout ce qui est opération de restructuration, fusion, scission, apport partiel d'actifs, etc. Il y a une partie sur les IFRS qui fait un lien avec la consolidation, mais qui a quand même une partie du programme à part entière, sur les notions d'IFRS à proprement parler. Il y a des IFRS qu'on traite sur la partie IFRS qui ne sont pas dans la partie consolidation. Donc c'est une partie à part entière, et ce n'est pas deux mêmes parties, enfin ce n'est pas une seule et même partie de la conso et des IFRS. Et on a également de l'audit. Pour en revenir à la conso, ça reste quand même aujourd'hui le chapitre le plus dense de l'épreuve, celui où il y a le plus de révisions. Quand on prend les bouquins de révision, quand on regarde les révisions chez ProConta, on voit bien que la partie la plus conséquente, c'est la consolidation. Donc celle, logiquement, en général, où il y a le plus de points sur l'épreuve. Donc je pense que c'est vraiment un des points clés, c'est qu'il ne faut pas du tout mettre de côté la consolidation. Ça, c'est vraiment la base. Comme je le dis dans le slide, c'est un processus à assimiler, le processus de consolidation qui se fait en différentes étapes, qu'on verra rapidement derrière. Mais donc, il y a tout un processus logique, une suite logique d'opérations qui sont réalisées pour parvenir à la consolidation des comptes. Il y a également des techniques, une technique spécifique à maîtriser, qui est propre à chaque étape du processus, sur le périmètre de consolidation,
avec la détermination des pourcentages, sur les retraitements de préconsolidation, bien gérer bilan compte de résultat avec les pourcentages d'intérêt, enfin pas pourcentage d'intérêt, excusez-moi, avec les impôts différés, sur les techniques de consolidation, comment est-ce qu'on va consolider, le partage des capitaux propres, enfin, vous le savez aussi bien que moi, je pense, on est sur un sujet très dense avec plein de techniques à comprendre. Et pour pouvoir assimiler tous ces sujets-là, il y a un maître mot, et vraiment un maître mot, et je ne le dis pas parce que c'était sur le slide, c'est vraiment parce que je le pense, c'est l'entraînement. Et pour s'entraîner, eh ben, il faut avoir de la matière, il faut se motiver aussi, tout simplement. Il faut prendre du temps, je pense, chez soi, et même si ce n'est pas évident, il faut prendre du temps sur son temps perso. C'est un investissement, en fait. Il faut voir ça comme un investissement. Le fait d'obtenir le diplôme et de passer les épreuves, c'est un investissement sur l'avenir, sur la suite de votre carrière. Peu importe au niveau où vous en êtes, c'est un investissement qui montre que vous êtes capable d'arriver à un niveau de DSCG, que vous pouvez même aller plus loin si vous le souhaitez après en passant le DEC. Donc, il faut s'entraîner, bien apprendre le cours au préalable, c'est important, mais s'entraîner beaucoup pour bien maîtriser les techniques, être à l'aise. Et le jour de l'examen, en fait, que ça se déroule tout seul, parce que vous maîtrisez parfaitement les épreuves, enfin pas les épreuves, les techniques. Et donc, entraînez-vous. Et voilà. Et j'ai Myriam Cissé qui ne fait que confirmer, donc je suis très fier, très fier de Myriam et très content de voir que on a les mêmes points clés. C'est bonjour, courage à ceux qui passent cette épreuve, pour ceux qui ne l'auraient pas lu. Donc courage à tous, effectivement, force. J'ai tendance à dire force et honneur, moi. Et entraînez-vous beaucoup. Comme le dit Myriam, comme je vous le disais, c'est vraiment la clé. Le point clé, c'est l'entraînement. Alors, si on vient un petit peu sur le programme, donc de quoi est constitué le programme, on voit que le programme est fait de 4 principales parties, on va dire. Première partie, tout ce qui est cadre de la consolidation, donc tous les référentiels, les différents référentiels, 2 référentiels, CRC, IFRS, les notions de groupe, comment fonctionne le groupe, qu'est-ce qu'on fait avec le groupe, qui est dedans, qui n'est pas dedans, et la réglementation sur tous ces sujets-là. Deuxième partie, c'est tout ce qui touche au périmètre de consolidation, méthode de contrôle, les intérêts du groupe, les intérêts minoritaires, les spécificités, il y aura des questions dessus derrière, entre les CRC 9902 et les IFRS notamment. Troisième partie, tout ce qui touche au processus de consolidation. Donc là, c'est la partie la plus conséquente. Le processus, ça va des retraitements de préconso aux opérations de conso, à la technique de conso, au partage des capitaux propres, qui du coup sous-entend qu'on a fait une estimation où on a vérifié s'il y avait des écarts d'évaluation, des écarts d'acquisition, du goodwill, du badwill, peu importe. Ça dépend du référentiel dans lequel on se trouve. Donc c'est la partie la plus conséquente où il y a beaucoup de sujets et où il faut vraiment s'exercer à fond. Et la dernière, tout ce qui est document de synthèse des groupes. Donc là, c'est bilan, compte de résultat, cash flow de trésor, etc. En CRC et en IFRS. On ne vous le demande pas tout le temps, mais c'est important juste de savoir quels sont les documents qui sont disponibles. Parce que on peut poser parfois des questions, ça arrive. Lors de l'UE4, on peut poser de temps en temps, j'en ai pas vu beaucoup, mais ça peut arriver, des petites questions sur ces sujets. Alors j'ai William qui me dit bonjour, donc enchanté William. J'ai Marion qui demande si le live sera enregistré sur la page. Alors c'est une très bonne question, le live est enregistré c'est sûr, est-ce qu'il est rediffusé? Je pense, oui, bah voilà. Pro Contact qui répond pour moi. Donc on est en phase, c'est une bonne chose. Donc sur le programme, est-ce que vous avez des questions ou est-ce que c'est clair pour vous comment dire? C'est clair pour vous tout ce qui touche au programme? Est-ce que vous êtes à l'aise? Est-ce que le chapitre de changement de périmètre, c'est vrai, tu as raison, c'est dans le processus de consolidation ou dans le périmètre plutôt avec les changements qui sont possibles, peut-être dans l'examen, ça arrive. J'ai envie de dire que c'est un peu comme pour les documents de synthèse, c'est des éléments qui sont intégrés au programme, qui sont objectivement assez rarement demandés, ça tombe pas très fréquemment, mais c'est vrai que le jour où ça tombe, on est un peu embêté si on l'a mis de côté et qu'on l'a pas révisé. Donc c'est bien de réviser un peu cette partie-là sur le périmètre de consolidation, mais disons que si on a des choix à faire stratégiques sur des parties de programmes de consolidation sur lesquels se focaliser, c'est pas cette partie-là sur laquelle je me focaliserai en priorité. Donc
Si on a le temps, effectivement, c'est bien de la réviser. Si jamais on doit faire, malheureusement, des impasses, mais disons que réviser un peu moins, les périmètres, changements de périmètre, c'est pas ce que je traiterais en premier lieu. Donc, peut-être quelques petits conseils pratiques pour vous organiser, pour réviser au mieux. Premier point clé, c'est toujours se rappeler l'objectif. Parfois, ça arrive, hein, moi le premier, on a des coups de mou, on est démotivé, on n'a pas envie de réviser, de rester à la maison alors qu'on a des copains qui nous envoient des messages, on a son ou sa chérie qui nous dit bon, qu'est-ce que tu fais ce soir? Et donc on se dit allez, c'est la tentation, c'est le divertissement, c'est entre guillemets, j'exagère un peu, mais c'est la facilité. Et c'est dans ces moments-là qu'il faut se rappeler l'objectif et qu'on se dit que si on s'est consacré du temps 3, 4, 5 mois à l'avance pour réviser, c'est pour obtenir ce diplôme, pour pouvoir avancer soit dans sa carrière professionnelle, soit dans sa carrière, on va dire, de diplôme, sa carrière scolaire, mais c'est plus vraiment du scolaire, pour aller jusqu'au DEC, notamment, si on veut passer le diplôme d'expertise comptable. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup parmi vous qui, après le DSCG, souhaitent passer le diplôme d'expertise comptable. Curieux d'avoir ce retour aussi en commentaire. N'hésitez surtout pas à préciser si vous êtes intéressé pour la suite ou si c'est le DSCG et vous verrez après en fonction des opportunités que vous avez et de ce que vous faites dans votre carrière professionnelle. Académique, merci Claire, c'était le bon mot. Donc, toujours se rappeler l'objectif, c'est ce que je vous disais, hein, vraiment, c'est le but. Bon, voilà. Alors tous, dans ce cas-là, tous ceux qui me disent c'est le but, rappelez-vous cet objectif-là quand vous révisez. C'est que le DSCG, c'est une étape. Et pour tous ceux qui ne veulent pas aller jusqu'au DEC, dites-vous que c'est une réussite, que ça vous ouvrira toujours des portes d'avoir le DSCG. Et même pour vous, c'est valorisant de réussir un diplôme qui est quand même à niveau Master 2, avec des gros volumes d'apprentissage et des gros programmes. Hein. On ne va pas se le cacher, c'est des programmes assez consistants. Donc c'est une réussite personnelle dont vous pouvez être fier. Donc il faut se dire que c'est entre guillemets du sacrifice, de l'investissement, plutôt que du sacrifice, c'est vraiment de l'investissement pour la suite. Anticiper les révisions, donc ça fait écho avec ce que je viens de dire. Hein. N'hésitez pas, si vous êtes là, c'est que vous avez sûrement déjà commencé à réviser ou vous êtes intéressé pour vous mettre sur la révision dès maintenant. Et honnêtement, il y en a qui l'ont fait avant, c'est très bien, et sinon il faut le faire, je pense, le plus tôt possible. Il ne faut pas retarder l'échéance, parce que sinon plus on s'approche du but, plus c'est compliqué de réviser. Autre point que moi je trouve très très important, c'est de mêler l'apprentissage théorique aux exercices pratiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ok, au début, on regarde tout le programme, on apprend toute la partie cours, les règles de droit, le mode de fonctionnement, les techniques de consolidation, les méthodes de passage des écritures. Tout ça, on l'apprend en théorie, c'est bien. On peut se faire des petites fiches pour se préparer, pour se remémorer. C'est toujours bien de ficher, hein, même ceux qui n'aiment pas le faire. C'est important de ficher quand même parce que ça permet de réécrire le cours à sa manière et donc du coup de s'approprier le cours et l'apprentissage sur la consolidation. Et il faut mêler l'apprentissage théorique par contre aux exercices pratiques. Ça veut dire qu'il ne faut pas ne faire que le cours. Moi, ce que j'aime bien faire quand je révise et que je me prépare, c'est que je révise une partie du cours. Après, je fais des exercices pratiques sur cette partie du cours. Ensuite, je révise une autre partie du cours et ainsi de suite. Ça me permet de justement mêler un peu les deux et de travailler un peu de pratique et de ne pas avoir que de l'apprentissage, on va dire, théorique. Et ça permet de valider surtout l'apprentissage qu'on a eu. Et si jamais on voit qu'il y a des points qu'on n'a pas appris, on se les note pour pouvoir les réviser parce que c'est en apprenant et en réessayant et en s'entraînant plusieurs fois que ça rentre. Ça, c'est prouvé. Je sais que ProConta parle de ces sujets-là dans le cadre de son accompagnement sur comment bien réviser, comment bien assimiler. Et c'est vrai qu'il y a pas des théories, des tests qui ont été réalisés sur l'apprentissage. Et on se rend compte que plus on rabâche un peu, hein, on réapprend plusieurs fois, plus ça rentre et ça ne s'oublie pas, surtout. Et dernier point, alors ça, bien évidemment, ça dépend ça dépend des sujets, enfin pas des sujets, ça dépend de vos disponibilités, de votre réseau, des gens qui sont autour de vous et de l'endroit où vous vous trouvez, bien évidemment. Mais dans la mesure du possible, et aujourd'hui on peut le faire, on va dire peut-être plus facilement grâce à la visio, même si c'est un peu moins chaleureux, mais c'est toujours mieux que rien. Hein. Moi, dans la préparation au DEC, j'ai fait beaucoup de révisions en groupe, en visio.
Mais ça n'empêche que l'intérêt, c'est qu'on peut interagir, on peut se poser des questions sur des sujets qu'on maîtrise moins, on peut aider des gens. Et le fait de reformuler en expliquant une partie d'un sujet, ça va permettre aussi de valider l'apprentissage pour sa part, hein. Et donc du coup, réviser en groupe dans la mesure du possible, plus que vous pouvez. Soit vous avez des collègues au travail, soit vous avez des collègues à l'école, à fac, peu importe, ou soit vous trouvez des gens. Typiquement avec ProConta, vous pouvez trouver des gens avec réviser, des gens avec qui réviser. Vous êtes là pour l'instant 130, entre 125 et 135. C'est qu'il y a sur ces 135 des gens qui sont intéressés pour réviser. Donc n'hésitez pas à réviser en groupe, parce que tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et donc très rapidement, juste, je vois qu'il y a des questions. Donc le deck, oui, il y a eu un mélange des deux, super. Tac, 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 global, mise en équivalence, est-ce que je suis sur la bonne voie? Si j'ai basé seulement cette question de mise en équivalence, est-ce que je suis sur la bonne voie? Il faut quand même réviser. Non, c'est important de réviser aussi l'intégration proportionnelle, surtout que c'est pas beaucoup plus compliqué. C'est en gros de l'intégration globale, sauf qu'il n'y a pas d'intérêt minoritaire. Donc moi je pense, Camilla, que c'est important quand même de voir tout ce qui est intégration proportionnelle en IFRS et en... Alors, on y reviendra après, mais bon, il y a des petites subtilités. Mais cette partie-là, il vaut mieux la voir quand même. Elle fait souvent le lien et elle est souvent traitée de manière similaire à ce qui se fait en intégration globale. Donc ce serait dommage, si jamais il y a de l'intégration proportionnelle, de ne pas savoir le traiter parce qu'on a mis de côté cette petite partie-là. Et ensuite, Pascal, j'ai vu que ProConta avait déjà répondu sur si on commence maintenant, c'est faisable. Oui, c'est faisable, mais comme le dit ProConta, il faut avoir du temps à consacrer et il faut commencer à s'impliquer par contre dès maintenant. Il ne faut pas tarder parce que plus on retarde l'échéance, plus c'est compliqué. Et j'imagine que y a peut-être des impératifs aussi sur la vie privée ou sur la vie pro, si on est déjà salarié, qui font qu'on ne peut pas consacrer toute la journée. Donc il faut accepter, et ça c'est un choix personnel, d'investir du temps et donc de travailler à fond là-dessus. Mais c'est pour un heureux événement qui est l'obtention du diplôme derrière. Est-ce que vous pouvez parler sur les opérations internes SVP? On en parlera après, rapidement, Camilla, avec grand plaisir. Mais peut-être, si jamais tu as des questions sur ces sujets-là, précise un petit peu tes questions, comme ça on pourra plus facilement répondre à tes questions. Compta et droit, donc compta et droit ça se fait, mais il faut réviser dès maintenant. Et il faut y aller à fond. Aziz, est-ce que les parties de la consolidation sont interdépendantes? Alors c'est une bonne question. Oui, elles sont interdépendantes. Alors ça dépend, il y en a qui sont indépendantes entre elles. Typiquement, les retraitements de préconsolidation et le partage des capitaux propres, en général, sont indépendantes au niveau du sujet. Mais on l'a vu avec le sujet 2020, que le périmètre de consolidation, qui a été fait au début du premier dossier, a impacté à la fois les opérations de restructuration, mais également les opérations de consolidation sur une bonne partie, sur du partage de capitaux propres, sur de l'analyse de l'écart d'évaluation qui après a impacté des partages de capitaux propres. Donc effectivement, il faut quand même bien comprendre les liens entre les différentes parties du programme de consolidation pour être prêt le jour J. Bonjour, quand est-ce qu'on peut poser nos questions à Issa? Alors on pourra poser en détail à la fin du live. C'est vrai que là, il faut que j'avance quand même un peu sur le live. Est-ce que le DSCG permet de se mettre en profession libérale? Merci. Alors, le DSCG ne permet pas d'obtenir le DEC qui permet d'être indépendant et de tenir la comptabilité pour le compte de société. Non, le DSCG ne permet pas d'être en profession libérale. Par contre, il ne t'empêche pas d'être entrepreneur et d'être à ton compte si tu le souhaites. Mais pas en profession libérale d'expert comptable. Tac, 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 donc c'est le DEC. Ok, top. On va avancer un petit peu. Donc, très rapidement, sur la fin des conseils pratiques, avant de passer à toutes les questions. Donc le jour J, 3 points clés, être méthodique et efficace, gérer son temps, traiter la totalité du sujet. Pour faire simple, en 2-3 mots, avant de passer à la suite, le point clé le jour J, c'est quoi? C'est un point égale globalement 10-12 minutes. Donc ça veut dire que quand on regarde le sujet, si on a un exercice qui vaut 10 points, on passe pas plus de 100-120 minutes, donc maximum 2 heures, pas plus. Et on chronomètre, on regarde son temps, on fait attention à la montre, c'est très important. Peut-être qu'au début, on a le sentiment d'avoir un stress supplémentaire, mais ça permet de s'organiser, de se structurer. Donc c'est ça le point de gérer son temps. Traiter la totalité du sujet, c'est un fondamental. Ça veut dire qu'il vaut mieux faire avoir 100%
moyen que 50% bien, parce que 100% moyen, on a plus de chances d'aller chercher des points partout que 50% bien, où du coup, de base, on a une partie sur laquelle on ne sera pas noté. Donc ça, c'est fondamental, vraiment, hein, j'insiste dessus. Très souvent, moi, j'ai des personnes qui me disent, bah, j'ai pas eu le temps de traiter le 3e dossier. Et je lui dis pourquoi, poser la question, pourquoi tu n'as pas eu le temps de traiter ton 3e dossier? Parce que sur la première, j'ai voulu faire une belle réponse, j'ai fait une page de réponse sur une question de cours, alors que tu vas gagner quoi, 0,25 en plus? Donc il vaut mieux faire une réponse assez rapide, qui est claire et dans laquelle il y a tous les points clés, mais par contre avoir le temps de traiter la totalité du sujet. Et donc pour rebondir sur traiter la totalité du sujet, comment est-ce qu'on fonctionne le jour J? Première chose, c'est de lire la totalité du sujet, sans exception, de commencer par les sujets avec lesquels on est les plus à l'aise, parce que déjà de 1, au niveau confiance en soi, bah, ça va permettre de se dire qu'on est en capacité de réussir, vu qu'on a déjà commencé à traiter des sujets qu'on maîtrise, ça c'est le point clé. Et en plus, en général, les sujets qu'on maîtrise, on peut les traiter plus vite, et donc du coup, si on les traite plus vite, on a plus de temps pour la suite. Donc, 3 points clés. Premier point clé, c'est 1 point égale 10-12 minutes. Deuxième point clé, lire la totalité du sujet avant de démarrer, pour savoir exactement ce qu'il y a et comment on va répartir son temps. Et troisième point clé, démarrer toujours par ce qu'on maîtrise le mieux. Et faire une copie par dossier, c'est pas gênant. Et peut-être pour finir, avant de passer aux questions, il y a aussi un dernier point dans le cadre de gérer son temps, être méthodique et traiter la totalité du sujet, c'est de ne pas hésiter pendant l'examen à lever la tête. Je sais que tout le monde n'a pas le réflexe de faire ça, moi le premier, hein, mais de lever la tête, soit à la moitié du premier dossier parce qu'il fait 10 points et donc on veut voir un peu où on en est au niveau timing, soit à la fin du premier dossier si c'est un petit dossier, le premier dossier qu'on a traité, hein, ou en milieu d'épreuve, pour être capable justement de voir où on en est par rapport au traitement du dossier et au temps que l'on a à disposition, pour être capable soit de mettre un petit coup de boost, soit de se dire bon j'ai un peu plus de temps, je relâche pas et je pourrais relire plus facilement à la fin, mais ça permet de voir où on en est et donc de pouvoir plus facilement s'organiser pour la suite de l'épreuve. Donc, alors place au quiz avec un Z, c'est pour faire un peu original. Du coup, là, je crois qu'il y a, je ne sais plus, entre 13 et 15 questions. On va commencer par la première question donc, qui porte sur les référentiels de consolidation. Peut-on choisir son référentiel de consolidation? Réponse 1, oui en toute situation. Réponse 2, non, certaines situations imposent un référentiel spécifique. Du coup, c'est à vous. N'hésitez pas à me donner vos réponses pour voir si vous êtes des machines ou pas sur le sujet. Alors, j'ai 3 réponses. Réponse 2, question 1, 2. Pour l'instant, j'ai l'impression que tout le monde est unanime. On est sur la réponse 2. Est-ce que vous êtes sûr de vous? 2, normalement. Ah, j'aime bien cette réponse. 2, normalement, je suis sûr. Ça j'aime beaucoup. Par exemple, les sociétés cotées égale IFRS. Milly me dit 1 ou 2. Bon, toi, tu te mouilles pas. 2, 2, 2. Bon, on va pas attendre plus longtemps. Effectivement, c'est bien la réponse 2. Non. Ce n'est pas vrai, la société ne peut pas choisir. Et du coup, petite subtilité, Milly, quand tu parles des sociétés cotées, c'est des sociétés cotées sur un marché réglementé. Très important, ce n'est pas toutes les sociétés cotées. Voilà, IFRS, société Euronext, Aziz, c'est bien. Le retour affectif. Voilà. Bon, alors Cécile, je ne vais pas lire, je suis en train de faire le live. 2 sur entreprise cotée sur un marché réglementé, voilà, c'est ça. C'est sur un marché réglementé, donc très important. Ce que je mets bien à la fin ici, c'est que sur Alternext, ce n'est pas un marché réglementé. Donc si on vous dit qu'il y a une société qui est cotée sur Alternext et qu'on vous demande le référentiel, il faut dire que le référentiel est libre. On peut choisir le CRC 9902 comme on peut choisir les IFRS. À référentiel ANC 2020, est-ce qu'on sera interrogé sur la base de ce référentiel? Non, je ne pense pas. Parce que il a été mis en place quand? Il a été mis en place récemment, je crois, et donc le temps de produire les sujets pour la session d'octobre 2021. Je ne pense pas qu'ils en aient parlé. Et donc, si pas réglementé sur option pour choisir IFRS, oui, tout à fait. Et attention, point clé également, les IFRS ne peuvent pas s'appliquer sur les comptes individuels au niveau des normes françaises.
Donc première réponse, on est tous bons. Ouais, voilà, tu vois Karine, ça s'applique au 1er janvier 2021, donc c'est sûr que vous ne serez pas interrogé, parce que ça vient d'être mis en application. Donc ce sera peut-être pour la session 2022, donc il faut la passer dès maintenant. Comme ça, il n'y aura pas de questions dessus. Mais là, vous ne serez pas interrogé sur la NC 2020. Ensuite, sur le périmètre de consolidation, la détermination du pourcentage de contrôle diffère en IFRS et en normes françaises. Petit 1, oui, certains pourcentages de contrôle peuvent différer. 2, petit 2, non, les deux référentiels sont identiques sur ce point. Et bien là, j'ai toujours... Alors, j'ai les réponses. Est-ce que c'était pour les anciennes ou les nouvelles? Là, j'ai les réponses 2. 2, 2, 2, 2, 2. La détermination du pourcentage de contrôle diffère en IFRS. J'ai du 2, j'ai du 1. Ah, là, on est plus mitigé là. Ouais, j'ai l'impression qu'on est sur du 50-50, peut-être une majorité de 2. Ah, j'ai le 1 qui commence à réarriver en masse. Et bah, sans plus attendre, c'était la réponse 1. Oui, donc pour ceux qui ont 2, attention. Pourquoi c'est la réponse 1? C'est tout à fait ce que répondent Ariane et Dame. Et Claire, mes 2, du coup, c'est que t'as pas bien compris la question. Attention à ça aussi. Ah non, Claire a mis 1. Ok, c'est bon. My bad. Donc oui, les pourcentages de contrôle peuvent différer en IFRS et en normes françaises, notamment dans le cadre de droits de vote potentiels, donc des obligations convertibles en actions, des obligations remboursables en actions, des OCA, des ORA, des droits d'action, des BSA, des bons de souscription d'actions. Tout ce type de droits de vote potentiels sont pris en compte dans le calcul du pourcentage de contrôle en IFRS et ne le sont pas dans le calcul du pourcentage de contrôle en CRC 9902. Et donc, c'est bien ce que je vous disais, c'est pour ça que je vous dis ça aussi, il faut bien faire attention au niveau du sujet entre le référentiel applicable et les informations de l'énoncé. Parfois, ça peut arriver, hein, si on veut, entre guillemets, vous embêter, on peut dire que la société a un référentiel et fait ses comptes en CRC 9902 et pourtant vous donner des obligations convertibles en actions pour vous mettre le doute. Et donc il faut bien être sûr de son sujet et des règles de droit. Dans le cadre des CRC 9902, on ne prend pas en compte les droits de vote potentiels et en IFRS, oui. Troisième question. Sur l'IFRS 10, toujours dans le cadre du périmètre de conso, l'IFRS 10 traite de l'activité, alors c'était un E, de l'activité conjointe et de la co-entreprise. Petit 1, oui, l'intégration proportionnelle n'existe pas en IFRS et est traitée par l'IFRS 10. Non, cette norme traite des cas d'exemption à l'établissement des comptes consolidés. J'ai mal lu, il n'y a pas de souci clair. Aziz qui dit « ignore le contrôle conjoint ou influence notable ». Alors, là, qu'est-ce qu'on a comme réponse? On a du 1, du 2, du 1, du 2. Pareil, c'est assez équilibré. Du 1, 1. Ah, le 1 commence à l'emporter là. Question 3, 1, oui. 1, 1, 1, 1. Ça va pas, hein. Faut revoir les IFRS, hein. Vous avez fait que la consolidation, vous avez oublié les règles. La réponse est non. C'est l'IFRS 11 qui traite de l'activité conjointe et de la co-entreprise, et pas l'IFRS 10. Et l'IFRS 10 traite des cas d'exemption au niveau du groupe. C'est qu'il y a 2 cas d'exemption dans le cadre de l'IFRS 10 au niveau des comptes consolidés en IFRS. C'est que s'il y a une entité qui en contrôle une autre et qui est contrôlée par une entité qui établit des comptes conso, dans ce cas-là, elle est exonérée de réaliser des comptes conso. Et si on a une société qui est considérée comme entité d'investissement, ces investissements sont évalués à la juste valeur et non pas consolidés au niveau d'un groupe consolidé. Faut-il vraiment se rappeler des numéros des IFRS pour savoir de quoi elles parlent? C'est mieux. Si on vous pose une question sur l'IFRS 3, c'est bien de savoir que l'IFRS 3 traite de tel sujet. Donc c'est bien d'avoir quand même en tête même si en général dans la question,
on va vous dire sûrement l'IFRS 3 qui traite d'eux. C'est bien de l'avoir en tête, même pour vous, c'est des bons réflexes à avoir. Parce que quand tu connais l'IFRS, tu sais de quoi il parle et donc du coup, tu apprends mieux ton cours. Et donc, petit rappel rapide sur l'IFRS 11, sur justement l'activité conjointe ou la co-entreprise. J'ai mis ce petit schéma-là qui permet un peu de savoir où on se trouve, dans quel cadre on se trouve en IFRS. Est-ce que la forme juridique du partenariat confère des droits sur les actifs et des obligations au titre des passifs? Si c'est oui, on est directement dans le cadre d'une activité conjointe. Sinon, on passe à la suite. On regarde au niveau des accords contractuels. Est-ce que les termes des accords précisent que les parties ont des droits sur les actifs relatifs au partenariat? Oui, activité conjointe, non, on passe à la suite. Et ensuite, les parties ont-elles conçu le partenariat de sorte que les activités visent à fournir aux parties donc la production des intérêts et au niveau des passifs des obligations? Si c'est non, on reste dans une co-entreprise et si c'est oui, on est dans une activité conjointe. Donc intéressant d'avoir ce schéma en tête, de bien voir comment est-ce qu'on fonctionne pour le vérifier. Si jamais on vous pose la question le jour de l'examen et qu'on est dans le cadre soit d'une activité conjointe ou d'une co-entreprise. Alors, hop là. Ensuite, toujours sur le périmètre de conso, je crois qu'on touche au but des questions sur le périmètre de conso. Alors, je vous laisse. Je lis la question et après je réponds à ta question, Sandra. Donc, les titres autodétenus sont pris en compte dans le pourcentage d'intérêt et de contrôle. Petit 1, oui, les titres autodétenus sont considérés comme des titres à part entière. Ou non, les titres autodétenus sont considérés comme nuls et ne sont pas pris en compte dans le calcul des différents pourcentages. Ça, c'est la question. Je vous laisse commencer à répondre. Sandra qui demande donc les IFRS sont une partie indépendante du programme, mais ils ont utilisé les IFRS que pour la conso? Non. Alors du coup la réponse est non. En 2020, ils ont utilisé les IFRS dans le cadre de la consolidation. Donc la consolidation était réalisée selon le référentiel IFRS, mais en plus de ça, il y avait une partie propre aux IFRS qui n'était pas rattachée à la consolidation et qui portait sur le programme des IFRS. Ce qui paraît logique. En général, quand ils mettent un nouveau sujet au programme, tu peux être sûr qu'il va tomber. Et je pense qu'ils vont faire ça peut-être presque tous les ans. Je ne sais pas, je n'ai pas la boule de cristal, hein. Donc je ne peux pas vous le dire. Mais maintenant qu'il y a 4 parties avec des IFRS qui peuvent être liées facilement à de la conso et qu'on peut mettre de manière un peu indépendante dans le cadre d'un exercice de conso, parce qu'on est dans le cadre de normes IFRS en conso et qu'on peut rajouter des petites questions IFRS à la fin, je pense que ce sera fait de plus en plus. Alors globalement, 90% des gens ont répondu 2, et je suis complètement en phase avec 90% des gens. La réponse est non. Ça fait sens, parce que c'est des titres autodétenus, donc on ne les considère pas. Ce qui est important, c'est quoi? C'est que ce n'est pris en compte ni au niveau du numérateur, ni au niveau du dénominateur. Donc ça veut dire que, ok, on ne les prend pas en compte dans le calcul en haut quand on va regarder le nombre de titres, mais on ne va pas les prendre en compte non plus dans le total global de titres de participation, donc le dénominateur. Et ça aussi bien pour les pourcentages de contrôle, ici, que pour les pourcentages d'intérêt. Et comme je vous le disais, attention, il faut bien ne pas les intégrer au dénominateur. Donc ça veut dire que si demain, vous avez, vous avez des titres autodétenus au niveau du dénominateur, il faut également les retirer. Très important. Ensuite, on quitte le périmètre de consolidation et on passe sur les méthodes de consolidation. Dans le cadre de l'intégration globale, les actifs et passifs sont repris pour leur totalité dans les comptes consolidés. Petit 1, oui, des intérêts minoritaires sont constatés au passif des comptes consolidés. Petit 2, non, les actifs et passifs sont repris à hauteur du pourcentage de contrôle. J'ai Aïssa qui demande quelles sont les astuces pour bien retraiter. Alors j'ai envie de te dire par facilité que les astuces, tu les auras avec tous les cours de ProConta.
Mais les astuces, globalement, bah, c'est de bien maîtriser. Enfin, les astuces sont, entre guillemets, censées, c'est bien maîtriser les règles. Ça, c'est les fondamentaux sur le périmètre. Bien maîtriser la distinction entre IFRS et CRC 9902. Bien distinguer les différences entre intégration globale, proportionnelle et mise en équivalence, sachant que la proportionnelle n'existe pas au niveau des IFRS. Donc pareil, bien avoir cette subtilité-là en tête. Et surtout, savoir comment calculer des participations indirectes, des participations circulaires, pour être à l'aise en toute situation, parce que très souvent, on vous donne un peu de tout. Il y a à boire et à manger quand on vous fait les périmètres de conso. Donc bien être à l'aise sur ces sujets-là. Et cela est-il aussi le cas lors des AG pour les votes? Effectivement, dans les AG, les actions autodétenues ne sont pas considérées comme des actions de vote avec lesquelles on peut voter. Et j'ai Flo qui me met entraînement. J'ai pas. Donc pour la réponse, là je vois que tout le monde a mis 1. Donc on est bon. Il n'y a que Athème à la fin qui m'a mis 2. Je ne sais pas si c'était une blague ou pas. Mais oui, effectivement, dans le cadre de l'intégration globale, les passifs et actifs sont intégrés pour la totalité. Et du coup, des intérêts minoritaires sont calculés, très important, pour, comment dire, des intérêts sont calculés pour matérialiser les intérêts des actionnaires qui ne font pas partie du groupe de la société. Donc on a bien évidemment des intérêts minoritaires dans le cadre de l'intégration globale. Et petit point d'attention, que je me suis dit, enfin, je trouvais ça intéressant d'en reparler, c'est que parfois lors de participation indirecte, les intérêts minoritaires peuvent être plus importants que la part du groupe. Parce que si je vous prends un exemple, on va 30 secondes se mettre en plein écran. Si je vous prends un exemple, ici, on a une société A qui détient une société B à hauteur de 55%. Et une société B qui détient une société C à hauteur de 55%. Et bien, là, on est en intégration globale. Là, on est en intégration globale. Donc tout ça, c'est le groupe consolidé. Alors que si je prends mon pourcentage d'intérêt, donc 55, donc intérêt de C, où est-ce qu'on peut le mettre? On peut le mettre là. C'est égal à, vous voyez, ouais, ici on voit, c'est 55 fois 55. Donc si je fais le calcul, hop là, une seconde, 0,55 fois 0,55, ça nous fait 30,25. Et donc on voit que j'ai un pourcentage d'intérêt qui est bien inférieur à la moitié. Donc ça veut dire que mes pourcentages d'intérêt, ils sont inférieurs aux intérêts minoritaires. Pour autant, ma société C a fait partie du groupe. Donc c'est pour ça que je voulais rajouter cette subtilité. Ça peut arriver d'avoir ce genre de situation et il ne faut pas être décontenancé et se dire « Ah bah attends, je ne comprends pas, est-ce que j'ai fait un mauvais calcul ?» Ça peut arriver, et ça peut être complètement normal. Il faut juste bien analyser au préalable tout le périmètre de consolidation. Ok. Donc, question suivante, on passe sur les retraitements cette fois-ci. Il n'existe qu'un seul mode de fonctionnement pour chaque retraitement. Petit 1, oui, les retraitements sont toujours réalisés avec la même méthode, peu importe le référentiel. Petit 2, non, les retraitements peuvent avoir des modes opératoires différents. Donc, dès qu'il y a de la participation indirecte, il y a des intérêts minoritaires. Alors, Léa, même quand il y a de la participation directe, il peut y avoir des intérêts minoritaires, hein. Les intérêts minoritaires, c'est, pour faire simple, si une société détient 80% d'une autre société, les 20% restants, qui ne sont pas détenus par le groupe, c'est des intérêts minoritaires. Donc les intérêts minoritaires, en gros, il y en a quasiment tout le temps. Sauf si on est dans le cadre d'une détention totale à 100% et d'une filiale à 100%, quoi. Ce qui est assez rare dans les exercices, hein, à minima.
Et bah, je crois qu'on est sur un sans faute, messieurs, dames. Ah bah non. Et chez coup pour la différence et pour le 1. Mais alors, c'est la réponse 2. Effectivement. Non, il n'y a pas qu'un seul mode de fonctionnement. Déjà, parfois, il y a des modes de fonctionnement différents sur un même retraitement dans un même référentiel. Le cas, par exemple, des subventions d'investissement, que je vous mets juste là, qui peut être traité de deux manières spécifiques dans chaque référentiel. Donc, il y a trois manières de le traiter, parce qu'il y en a une qui est similaire en IFRS et en CRC. Donc déjà, premier exemple. Et deuxième exemple, il y a les frais d'acquisition d'immobilisation, effectivement, hein, comme tu le dis, Ariane. Et il y a également certains retraitements qui ne sont faits qu'en IFRS, comme le crédit fournisseur trop long, qu'il faut retraiter parce qu'on considère que c'est comme si on avait financé l'acquisition du bien, et donc on considère qu'on est sur une acquisition qui est faite avec un emprunt. Donc là, on est bon, on est bon. Retraitement de préconsolidation génère toujours des impôts différés. On rentre dans le vif du sujet là. Oui, le retraitement impacte toujours le résultat. Non, certains retraitements ne génèrent pas d'impôts différés. Allez, à vos gâchettes. Alors, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a? On a beaucoup de 2, beaucoup de 2, beaucoup de 2. On a 1, 1. On a même une justification. Maxime Claire, on sent que là, on a des gens qui ont déjà révisé leur cours, hein, qui me disent les écarts de conversion et qui ont entièrement raison. Donc, on est bien sur la réponse 2. Moi, ce que j'ai donné comme exemple, c'est le retraitement de la participation des salariés quand on est sur un décalage fiscal. Donc, non, la réponse était bien non. On ne va pas s'attarder sur le sujet. Nouvelle question. Les opérations de consolidation n'impactent pas toujours le résultat consolidé. Donc là, on n'est pas sur les opérations de retraitement, hein, on est bien sur les opérations de consolidation. Et donc, les opérations de consolidation, c'est les éliminations intragroupes, c'est les éliminations de marge, les éliminations de cession interne. Et donc, la question, c'est oui, certains retraitements ont pour objectif de neutraliser les comptes réciproques, et non, tous les retraitements ont un impact sur le résultat consolidé. Alors, merci Claire, ça fait extrêmement plaisir d'avoir ce genre de commentaires. J'espère qu'ils sont assez clairs, sans mauvais jeu de mots. Et si vous avez des remarques ou des améliorations, n'hésitez surtout pas à nous laisser des commentaires. Vous pouvez le faire pour ceux qui sont déjà étudiants ProConta. Vous pouvez le faire directement sur, sur la plateforme. Vous pouvez laisser des remarques et donc nous, ça nous aidera à nous améliorer. Et pour ceux qui ne le sont pas encore, dès que vous le serez, vous pourrez le faire avec grand plaisir, puisque vous aurez vu les cours, et vous pourrez nous proposer des axes d'amélioration. Et tac, 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 j'ai Chris qui pose une question. Alors, comment retraiter le crédit bail? Aïssa, je t'avoue que on va pas avoir le temps de voir tout le retraitement du crédit bail. Malheureusement, et là, j'ai pas trop le choix. Tout ce que je peux te conseiller, c'est de voir avec ProConta ou de regarder sur Internet, si tu le souhaites. Et pareil, comment déterminer la part du patrimoine relative aux associés minoritaires? Bon, ça c'est plus simple, c'est tu regardes le pourcentage d'intérêt du groupe et tout ce qui n'est pas au groupe au niveau pourcentage d'intérêt, ça appartient aux minoritaires. Donc là, j'ai beaucoup de 1 et 1, 2. Je vois, j'ai 1, ouais, 1 ou 2. La réponse, c'est bien 1. Donc oui, certains retraitements ont pour objectif de neutraliser les comptes réciproques. Et donc, bah oui, du coup oui, effectivement, certains retraitements tels que l'annulation des dettes fournisseurs ou les prêts intragroupes n'impactent pas le résultat consolidé. Ça, c'est le premier. Et après, par contre, il y a d'autres retraitements, tels que le retraitement de la marge sur les stocks, si on a des cessions de stock entre intragroupes, ou les cessions internes au niveau immobilisation. Ça impacte ce retraitement-là, au niveau de ces opérations plutôt de consolidation, impacte le résultat consolidé et en plus de ça, génère des impôts différés.
Donc, autre point, donc autre question sur les techniques de consolidation. Il n'existe qu'une seule technique de consolidation des comptes. Oui, tous les comptes, enfin tous les groupes consolident leurs comptes avec la même méthodologie, ou non, il existe différentes méthodes de consolidation pour les groupes de sociétés. Qu'est-ce que vous pensez? Ceux qui ont fait, c'est dommage, on aurait dû essayer, on regardera pour la prochaine fois si on peut faire ça. Mais ça pourrait être drôle de faire un test avec un moyen pour vous de remplir le quiz pour savoir si tout le monde a tout bon, si vous avez 60, 70, 80%. Et même pour vous, c'est intéressant. Ça permet de voir si vous êtes allé sur le coup et que vous pouvez faire que de l'entraînement H24 ou s'il y a encore quelques notions à revoir, ce qui n'est pas grave, on a le temps encore, revoir quelques notions au niveau du cours. Et là, j'ai Ariane qui me donne en prime. Ariane qui m'a dit d'abord 1 et après 2. Mais j'ai Ariane qui me donne en prime les 2 techniques de consolidation. Donc on est bon, on a du 2 principalement. Je vois que je suis très, très fier de vous. Donc non, il y a bien 2 techniques de consolidation des comptes. La méthode par palier qui donne une vision plus claire au niveau des branches de groupe, parce qu'on les fait progressivement, palier par palier. Et une directe qui est beaucoup plus simple dans la pratique. Et donc petit point d'attention, c'est que très souvent, la technique de consolidation directe, c'est celle qui est la plus utilisée et la plus présente dans les annales, parce qu'elle est plus simple à gérer, et donc plus simple à traiter. Donc pareil, ici, il faut faire une impasse, on peut faire une impasse sur la technique de consolidation par palier, même si ça ne coûte pas grand-chose. Si vraiment il y a un point qu'on doit réviser, c'est plutôt les techniques de consolidation directe. Ensuite, on rentre dans le vif du sujet là, sur tout ce que les étudiants aiment en général, ou les personnes qui passent l'UE4, tout ce qu'ils aiment le plus. Les écarts d'évaluation, les écarts d'acquisition, les partages des capitaux propres, tout ce qu'on aime. Donc, l'écart d'évaluation provient de 1. La différence entre la valeur réelle des actifs et passifs de la société et la valeur comptable, et 2. D'un surprix payé lors de l'acquisition des titres de la société en lien avec des avantages futurs espérés ou des synergies. Alors, là on est un peu plus mitigé. J'ai du 1, j'ai du 2, j'ai un mélange. Surtout plus rapide pour poser plus de questions. J'ai pas la ref, mon cher SHK Flow. Schkoflo. Le 2, c'est l'écart d'acquisition. Ah, c'est là, j'aime beaucoup Maxime. Ça. 1 lié à des PV latentes. Et bah, c'était tout à fait ça. On voit que la majorité du 1 l'emporte quand même. Je suis content. La différence entre l'écart d'acquisition et l'écart d'évaluation, bah, ça tombe bien, c'était tout le but de la question. L'écart d'évaluation correspond donc à la différence comptable entre les comptes individuels de la filiale, tout ce qu'on a au niveau actif et passif, et le prix payé pour ces actifs qui est basé sur la valeur réelle. Je suis une fille. Ah, je suis un caraflo, je suis une fille, c'était plus la console directe. D'accord, ok. My bad. Donc, en gros, pour faire simple, j'ai un appartement que j'ai acheté dans ma société. Je l'ai acheté à 100 000, je l'amortis tous les ans. Il est à 60 000, puisque ça fait 4 ans, je l'amortis sur 10 ans, ce qui n'est pas beaucoup au passage pour un appart. Bon, bref, c'est un exemple. Donc, j'ai 60 000, mon appart, il vaut 150 000. Bah, j'ai une plus-value latente, qui est à hauteur de 150 000 moins 60, 90 000. Cet écart-là, c'est un écart d'évaluation. Si ma société, je l'achète uniquement à hauteur de 80 000 de plus, 90 000 de plus, c'est uniquement lié à mon écart d'évaluation sur mon appartement. Si par contre, ma société, et sachant que j'ai que cet actif-là dans la société, on va dire, j'ai que cet actif-là, et que j'achète ma société 200 000 euros de plus, et ben j'aurai 90 000 qui seront liés à mon écart d'évaluation et 110 000 qui seront liés à mon écart d'acquisition. Et mon écart d'acquisition qui sera lié à des synergies futures espérées, à une plus-value potentielle espérée, donc un gain qui sera fait dans le futur, mais qui ne sera pas en lien avec en fait, des actifs qui sont déjà intégrés dans la société. Et donc, ce que je vous disais sur la valeur réelle,
au niveau donc, de la détermination de l'écart d'évaluation. Cette valeur réelle, elle peut différer sur 3 points principaux, sur des éléments identifiables, des éléments documentés ou pour lesquels l'acquéreur attribue une certaine valeur. Par exemple, si je reprends le cas de l'appartement, si l'appartement il est valorisé à, on avait dit quoi, 150 000 alors que moi il valait 60 000, et que j'ai quelqu'un qui l'achète 250 000 parce que dans sa tête c'est en lien avec d'autres sociétés qu'il a achetées ou d'autres appartements qu'il a achetés, et ben on peut considérer que le surprix payé entre les 150 000 et les 250 000, bah, c'est un écart d'acquisition parce que c'est lui qui va considérer qu'il y a quelque chose de supplémentaire en plus de la valeur réelle d'éléments identifiables et documentés sur l'appartement. On continue sur l'élimination des titres. On a un délai de 2 ans uniquement pour traiter l'écart d'acquisition. Oui, on pouvait savoir c'était pas 2 car il y avait une faute dans l'énoncé. Surpris au lieu de surpris. Élimination des titres. Le goodwill complet est une notion qui existe en IFRS. Oui, il existe le goodwill complet et le goodwill partiel selon les IFRS. Non, il n'existe qu'un seul et même goodwill pour toutes les sociétés consolidées en IFRS. Alors, j'ai beaucoup de 1 là. Beaucoup de 1, beaucoup de 1. Est-ce que les 1 ont raison? Les 1 qui n'existent plus trop en ce moment. Et bah c'est du global. Bravo à tous. Effectivement, le goodwill complet existe bien. Je vois qu'on ne peut pas vous piéger en fait. Mine de rien, vous avez quand même beaucoup de bonnes réponses. Ça fait plaisir à voir. Ça veut dire que vous maîtrisez le cours et que vous venez pas d'arriver, quoi. Et donc oui, le goodwill complet existe, tout à fait. Et il intègre la part des minoritaires à hauteur de la juste valeur dans la filiale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va considérer la juste valeur de la société pour l'acquisition, enfin pour calculer l'écart d'évaluation ou l'écart d'acquisition, si jamais on voit qu'on a un écart d'acquisition en lien avec l'acquisition qu'a faite le groupe, et ben on va faire une extrapolation de cet écart d'acquisition pour considérer que les minoritaires ont aussi payé un surprix quand ils ont acheté la société, enfin quand ils ont acheté les parts de la société. Et donc on va intégrer ce surprix-là dans le goodwill, qui sera le goodwill complet. Et du coup, pour faire simple, alors bon, vous le maîtrisez déjà, normalement. Pour faire simple, je vais me mettre 30 secondes sur l'autre. Plein écran. L'écriture du goodwill complet, c'est tac, tac, tac. Donc là, c'est goodwill. Là, c'est titre, TP et Mino. Mon goodwill complet, il est à 100. Mon part du groupe, il est à 60. Donc, je diminue la valeur des titres pour la passer chez le goodwill. Et ici, j'ai mes Mino. Donc, je vais impacter mes Mino à hauteur de 40. Je vais augmenter la valeur des minoritaires. Et je vais intégrer un goodwill complet et pas uniquement à hauteur de 60 qui correspond au groupe. Donc ça, c'était sur le goodwill complet. Et j'ai Doris qui me demande si je peux expliquer en général la juste valeur. La juste valeur, c'est une notion un peu vaste, mais en gros, pour faire simple, la juste valeur, c'est la valeur qu'on attribue à un actif sur un marché donné à un moment donné. Ça veut dire que, je ne sais pas moi, si j'achète un appartement aujourd'hui, il vaut 200 000 euros, c'est sa juste valeur, parce que le marché a décidé que. Si je regarde les anciennes transactions, si je regarde le prix que les acheteurs sont prêts à payer, on est à 200 000, et dans un an, ça peut être à 300 000, donc la juste valeur aura évolué. C'est ça le principe de la juste valeur. Alors, William, bonne réponse, c'était le 1, tout à fait. Félicitations sur la question précédente. On voit que tu as bien révisé ton cours, donc bravo. Comme l'Argus, ouais, ce que tu mets. Comme l'Argus pour les voitures. Tac, Shankara. Et donc, nouvelle question. Élimination des titres. L'écart d'acquisition et le goodwill sont traités de la même manière. Oui, il n'y a pas de distinction de traitement entre les IFRS et les SRC 9902. Ou non, ces deux écarts peuvent connaître des divergences dans leur traitement.
Alors, j'ai du 2, j'ai du 2. Est-ce que j'ai du 1 ou est-ce qu'on reste sur du 2? Eh ben, j'ai que du 2. En fait, vous connaissez déjà tout, quoi. Vous êtes des experts de la consolidation. Effectivement, non, les traitements ne sont pas toujours les mêmes. Sur le délai d'ajustement, au niveau des IFRS, c'est 1 an au maximum après la date d'acquisition sur le goodwill. Donc on peut faire évoluer la valeur du goodwill. Au niveau des CRC, c'est la clôture de l'exercice suivant, donc ça peut être plus long qu'un an. Au niveau des impôts différés, il n'y a pas d'exception au niveau de l'écart d'acquisition, alors que dans les CRC 9902, sur les actifs incorporels qui sont non cessibles indépendamment, comme la marque, il n'y a pas d'impôt différé. Et au niveau de l'amortissement, le goodwill n'est pas du tout amortissable en IFRS, alors que dans les CRC 9902, il peut être amortissable sous certaines conditions. Et on voit que c'est Théman, je ne sais pas si on dit Timan ou Théman, mais Théman a effectivement bien répondu sur la dernière. On peut amortir dans les comptes conso CRC, alors qu'en IFRS, c'est toujours un test de dépréciation. On s'approche du but. Je crois qu'il reste 2 ou 3 questions encore. Donc, élimination des titres. Le partage des capitaux propres est réalisé sur les titres mis en équivalence. Oui, le traitement est le même que dans les autres méthodes de contrôle. Non, aucun partage des capitaux propres ne doit être réalisé. Timan. Avec grand plaisir, Timan. J'ai du 1, j'ai du 2. 2 car il peut y avoir une différence au niveau du coût d'acquisition et au niveau de l'écart d'acquisition concernant la marque. 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, oui, on calcule les titres mis en équivalence pour l'écriture. Là, on est un peu plus mitigé. Je crois qu'on approche du but. Je ne sais pas s'il reste beaucoup de questions derrière. Et bah, c'était 2. Donc non, on ne fait pas de partage de capitaux propres à proprement parler. Dans le cadre de la mise en équivalence, on va ajuster la valeur des titres. Donc ça veut dire qu'on va réévaluer la société, ça oui, et on va ajuster la valeur des titres. Mais on ne va pas faire de partage de capitaux propres à proprement parler. Et donc Timan, encore bon, décidément. Et donc la quote-part du résultat est distinctement identifiée, ça oui. Et les écarts avec le coût d'acquisition des titres modifient les réserves consolidées du groupe. Donc on a des ajustements qui peuvent être faits, mais on n'a pas de partage des capitaux propres à proprement parler. C'est une évaluation, un ajustement de la valeur des titres, et donc pas de partage des capitaux propres, qui peut impacter quand même les réserves du groupe et le résultat du groupe. Ça oui. Mais dans aucun cas, on ne considère ça comme un partage des capitaux propres. Parce que de l'autre côté, c'est les titres qu'on va faire évoluer la valeur des titres. Et on ne va pas annuler le capital social de la filiale, vu qu'on est sur de la mise en équivalence, et qu'on n'intègre pas la totalité des comptes.